Souvigny et sa priorale et son orgue Clicquot de la fin du XVIIIe siècle. Une richesse, une rareté du Bourbonnais dont vous pourrez découvrir l'histoire, l'originalité, samedi à Souvigny grâce à la Société d'émulation du Bourbonnais avec l'un de ses membres, un passionné qui a le privilège de le pratiquer très régulièrement cet orgue. Jean-Luc Perrault, bonjour. Bonjour. Alors, un orgue installé à Souvigny en 1782. Jean-Luc Perrault, pourquoi avoir choisi Souvigny? Qui en a décidé finalement la commande de cet orgue? Eh bien, c'est tout le moteur de la conférence que je prononcerai. Et comme dans les plus mauvais romans, dans les plus mauvais films, je peux déjà vous dévoiler que je n'ai pas tout à fait trouvé. Voilà. Donc, la question reste ouverte. Alors, Clicquot, François-Henri, était le plus illustre facteur d'orgue de l'époque, facteur d'orgue du roi. C'est son chantier le plus éloigné de la cathédrale. Un orgue de Clicquot, c'était un orgue de luxe. Qui a commandé, qui a payé, qui a inauguré, on ne sait toujours pas. Mais je vais dire que les indices se resserrent. Mon prédécesseur, Henri Delorme, avait émis l'hypothèse que cela pouvait être un don du prieur claustral, dont la croix. Je crois que je vais réfuter cette hypothèse pour en proposer d'autres. Alors on ne va pas dévoiler effectivement le contenu de la conférence, mais vous pouvez peut-être nous cerner un petit peu le personnage François-Henri Clicquot. Alors tout à fait. Donc c'est le descendant, pas le tout dernier, puisque son fils continuera encore un peu son travail, Claude, qui achèvera l'orgue de la cathédrale de Poitiers, puisque François-Henri Clicquot décédera pendant les travaux de l'orgue de la cathédrale de Poitiers en 1790. François-Henri Clicquot, c'est quand même celui qui a eu la plus grande réputation de facteur d'orgue de toute la lignée et la plus grande réputation de facteur d'orgue à la fin du XVIIIe siècle. Alors cette réputation, il l'a assise sur différents travaux, différents chefs-d'œuvre, notamment la construction de l'orgue monumental de Saint-Sulpice à Paris sur un buffet de Chalgrin, celui-là même qui a dessiné les plans de l'Arc de Triomphe. Un travail qui est juste avant Souvigny, sur la réfection presque complète de l'orgue de Notre-Dame de Paris, de la cathédrale, et puis des chantiers comme Saint-Roch, et puis beaucoup d'expertise. Et finalement, à y regarder près, l'orgue de Souvigny est peut-être son dernier travail de construction à neuf. Bon, c'était aussi quelqu'un, un vrai chef d'entreprise. Un de ses concurrents, Silbermann, qui était passé le voir à Paris, disait qu'à la fin du XVIIIe siècle, il avait l'entretien d'environ 300 instruments, ce qui était tout à fait énorme. Alors, ça, c'était le renom. D'ailleurs, Clicquot prenait soin de faire sa communication, comme aujourd'hui dirait, c'est-à-dire il faisait savoir qu'il y avait l'inauguration, qu'il y avait tel artiste qui venait à tel endroit. Mais post-mortem, ce qui a assuré sa notoriété, c'est aussi l'extraordinaire qualité de l'instrument. C'est pas simplement une façade, quelqu'un qui aurait beaucoup de relations. C'est quelqu'un qui fait un travail extrêmement soigné, aussi bien sur le plan mécanique, c'est-à-dire sur le plan de la fiabilité, sur le plan de la logique des idées. C'est vraiment quelqu'un issu du siècle des Lumières. Tout est clair, ordonné. Et puis, la chose qui est, je dirais, insaisissable, c'est ce qu'on appelle la beauté. Et bien voilà, on est devant et c'est magique. Voilà le résultat. Jérémy Coulon. Jean-Luc Perrault, la conférence que vous allez donner concerne bien sûr le patrimoine de l'instrument, mais pas que, il concerne aussi son histoire, et son histoire qui est liée à ses organistes. Un orgue n'existe que parce qu'on le pratique, que parce qu'on le joue. Et en tant qu'universitaire que vous êtes, vous avez aussi mené un travail presque archéologique. Vous avez retrouvé de nombreuses partitions qui étaient stockées à la tribune de l'orgue, et ces partitions qui sont aussi le témoin de l'histoire passée de cet orgue de Souvigny. Quelles ont été les pépites que vous avez découvertes sur cette tribune? Alors, d'abord, deux remarques. En tant qu'universitaire, la première chose, c'est de dire qu'on n'est jamais seul. Et que ce que j'ai pu trouver, notamment sur les noms des organismes qui ont précédé, c'est aussi le fruit de travail d'autres collègues, d'autres personnes que je citerai. Donc, certains trouvent un petit morceau du maillon, d'autres trouvent, et puis mon travail consistait finalement à mettre tout cela bout à bout. Ensuite, concernant les partitions, c'est pas très difficile d'ouvrir l'armoire et puis de regarder tout et puis de dire « Ah tiens, ça j'ai toujours connu ça depuis que je suis en 1973 arrivé à cette tribune, j'ai toujours vu ça dormir. » Et bien finalement, je vais les lire et je vais les jouer. Alors c'est ce que j'appelle le livre d'orgue de Souvigny. C'est pour beaucoup de partitions anonymes, c'est-à-dire qu'il y a une pièce musicale mais elle n'est pas signée.
Il n'est pas dit que ce soit les vrais organismes, ces partitions qui sont à la tribune. Est-ce qu'elles ont été oubliées par un organisme de passage? Est-ce qu'elles ont été composées pour cet instrument? Je ne sais pas. Est-ce que c'est des pièces qui ont été recopiées? Mais en fait, ça fait partie du patrimoine et ça, c'est très intéressant. Certaines sont signées. Et là, c'est aussi intéressant, pas beaucoup, mais elles sont signées de gens que je peux citer, c'est Louis Ditch et Joseph d'Ortigue. Je jouerai à 18h des extraits, ce sont des petites pièces qui durent 45 secondes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Ditch et d'Ortigue appartiennent à une certaine mouvance de la facture d'orgue du 19e siècle. Ils faisaient partie de la même mouvance que celle de Félix d'Anjou, qui était organiste à la cathédrale Notre-Dame de Paris dans les années 1830-1840 et qui était affilié à la maison d'Aublaine-Calinet. Et tout ça, ça fait un faisceau, puisque d'Aublaine-Calinet a restauré l'orgue de Souvigny en 1840 et des poussières. Il construit l'orgue de Saint-Pierre de Moulins inauguré par Ditch en 1851, parce que quand on cherche, on trouve forcément aussi des documents annexes. Ça fait un faisceau qui montre que, on va dire, l'option musicologique, l'option plutôt conservatrice de l'orgue était présente à Souvigny, alors qu'ailleurs, c'était plutôt Lefebvre-Wely, c'était la modernité. Souvigny était déjà ancré dès le 19e siècle dans une notion de conservation et d'historicité. Jean-Luc Perrault, merci. Je propose à nos auditeurs de vous rejoindre demain samedi en la Maison des Voûtes à Souvigny pour assister à votre conférence que vous donnerez en association avec la Société d'émulation du Bourbonnais. C'est à 16h la conférence, une conférence qui sera suivie d'une audition de l'orgue Clicquot en la Prieurale à 18h. Alors c'est gratuit, ouvert à tous. Merci.